Avant de commencer ces tests, je voulais revenir avec vous sur 2 points. Le premier, c'est surtout si vous découvrez la chaîne, de ne pas oublier de vous abonner et de rejoindre la communauté de la chaîne. Et pour ce faire, le deuxième point, donc, c'est le fait que vous pouvez rejoindre maintenant la communauté de la chaîne en cliquant sur le petit onglet en bas « Rejoindre ». Vous verrez, vous avez à votre disposition 4 niveaux de souscription à la chaîne. Le plus bas des niveaux vous permet de vous distinguer par rapport aux autres visionneurs des vidéos de la chaîne, avec un petit logo qui apparaîtra à côté de votre pseudo. Et pour le plus haut des niveaux de souscription, vous aurez un coaching de ma part quant à votre progrès en photographie et mon suivi dans vos progrès. Je vous invite à aller cliquer sur l'onglet « Rejoindre » qui se trouve en bas, quelque part par ici, au bas de la vidéo. Et je vous dis donc à tout de suite après que vous ayez souscrit à la chaîne. Revenons à nos moutons, nous sommes ici pour parler du Sony GM1224 f2.8. Nous sommes en présence de l'objectif qui est sur la 3e marche du podium en coût au niveau d'investissement pour ces objectifs. Effectivement, parce que cet objectif coûte 3300 €. C'est donc bien évidemment un objectif très haut de gamme qui s'adresse à un public un petit peu averti quand même, parce qu'un 12-24 c'est quelque chose d'assez contraignant dans l'utilisation. Il faut faire très attention à son utilisation lors des prises de vue, parce que je vous rappelle et je vous envoie sur la vidéo qui traite des défauts de nos objectifs, le 12-24 est un hyper grand angle, et si vous avez un défaut de planéité par rapport à vos prises de vue, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas plan aussi bien en plongée qu'en contre-plongée, ou sur la latérisation de votre appareil photo vis-à-vis de la scène à photographier, vous aurez des déformations qui vont apparaître. Et malheureusement, ces déformations, dues aux optiques à l'intérieur de l'objectif, ne pourront pas être récupérées par Lightroom. Sachez-le, et ayez bien cela en connaissance de cause. Alors, d'un point de vue artistique, ça peut être sympa d'avoir des effets de déformation des perspectives, mais attention, à 12 mm, cela ne pardonne pas du tout. Quelques degrés seulement d'inclinaison en plongée ou en contre-plongée vont commencer à faire apparaître des déformations au niveau des perspectives. Vous allez donc avoir votre scène qui va se trapéosider, si on peut dire, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les lignes droites vont se rejoindre à un moment donné pour former un petit peu des trapèzes sur votre photo. Ce sont des déformations optiques récurrentes et vous n'y pouvez rien, et les constructeurs malheureusement n'y peuvent pas grand-chose non plus. Hormis ce petit point négatif dû à l'utilisation des hyper grands angles en règle générale, abordons maintenant le vif du sujet et parlons de notre 12-24. Pour commencer, le 12-24, lui, il est tropicalisé, pas de problème à ce niveau-là. Vous allez me dire, pour un objectif à 3300 €, ce serait malheureux qu'il ne le soit pas. Effectivement, mais vous allez voir que pour 3300 €, il a des petits défauts de fabrication qui me titillent un peu et qui me gênent un petit peu quand même. Encore une fois, dû à la somme qu'il faut débourser pour l'acquérir. Il possède une bague de focale, graduée de 12, 14, 16, 18, 21 et 24, et d'une bague de mise au point qui est ici. Par contre, le petit bémol, et c'est là où j'ai commencé à venir, c'est que vous n'avez qu'un seul bouton AFL de paramétrable. C'est-à-dire que si vous vous mettez en portrait, eh bien, le bouton, il va falloir un petit peu aller le chercher sur le bas avec le pouce, alors que si vous êtes en paysage, il est naturellement placé et vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. C'est le petit bémol pour moi de l'objectif. Je pense que pour 3300 €, ils auraient peut-être pu en rajouter un deuxième, voire un troisième. Ce beau bébé mesure presque 14 cm de long. Vous voyez, monté sur le A1, nous sommes à environ 18 cm de longueur. Pour un diamètre de presque 10 cm, les chiffres officiels font état de 13,8 cm de longueur pour 9,7 cm de hauteur. Et cet objectif a un poids de 847 grammes, ce qui pour un 12-24 commence à être assez lourd. Et je peux vous dire que dans les premières utilisations que j'en ai eues, je me suis retrouvé à me méfier parce que lorsqu'il est sur le trépied, eh bien, il commence à déséquilibrer un petit peu l'appareil photo et a tendance à faire piquer du nez l'ensemble sur trépied. Il est donc donné f2.8 parce que c'est une ouverture constante, quelle que soit la focale utilisée à f2.8, donc que ce soit en 12 mm ou en 24 mm, vous aurez accès à l'ouverture de 8.
Par contre, en ouverture maxi, vous serez limité à f22, mais f22 déjà, quel est l'intérêt d'aller faire des photos à f22, si ce n'est d'apporter des déformations à la photo en elle-même? Je ne vois pas l'intérêt de monter à f22. Encore une fois, cela n'engage que moi. Sachez que l'ouverture à votre disposition sera comprise entre f2.8 et f22. Il a une map minimum, quelle que soit la focale, de 28 cm. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous verrez sur certaines photos que je vais vous mettre en démonstration, je me suis servi justement de cette proximité de mise au point minimale dans mes photos pour donner un petit cachet artistique à mes photos, enfin j'espère, et essayer de donner des effets un petit peu de travelling sur ces photos grâce à cette mise au point minimale. Il n'est pas non plus équipé de stabilisation. Ceci dit, c'est un 12-24, un hyper grand angle. Est-ce qu'il serait bien judicieux d'avoir une stabilisation, sachant que bien souvent, dans, on va dire, plus de 70% des situations, vous allez être sur trépied. Encore une fois, et là je vous invite sur les autres vidéos de la chaîne traitant sur les techniques photographiques, je vous rappelle que le flux de bouger est l'inverse de la focale. Donc, si vous êtes à 24 mm au 1/30e de seconde, vous êtes serein dans le flux de bouger, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de flux de bouger au 30e de seconde, à 24 mm. Alors imaginez à 12 mm. Donc encore une fois, à 3300 €, nous aurions peut-être aimé une stabilisation, mais là, je préfère avoir un bloc optique irréprochable plutôt qu'un bloc optique, on va dire, de bonne qualité, avec une stab qui me servira que 1% du temps. Revenons un petit peu, si vous voulez bien, sur la bague de mise au point et sur la bague de focale. Elles sont très bien crantées, elles offrent une prise en main très agréable et nous sentons bien que lorsque l'on prend la bague de focale et que nous la bougeons sur la droite ou sur la gauche, vous êtes serein et il n'y a pas de risque d'échappement au niveau de cette bague. La bague de focale, elle, nous y déposons le pouce allègrement pour bien l'avoir en main encore une fois. Par contre, la bague de mise au point, elle est un petit peu plus petite, le pouce tient à peine dessus. Mais ceci dit, encore une fois, sachant qu'il est équipé d'un moteur autofocus, nous allons très peu nous en servir autrement qu'en astrologie. En ce qui me concerne, la bague de mise au point, pour ma part, elle est très bien étudiée, elle est discrète, et de toute manière, vous allez très peu vous en servir encore une fois. Parlons dès à présent un petit peu de la morphologie de l'objectif. Il est équipé d'un bouchon, qui lui est très très robuste par contre, hein. J'ai été un petit peu, pas impressionné, mais agréablement surpris, nous allons dire, de la qualité du bouchon et de sa conception, parce que ça ne se voit pas là, et j'ai essayé de vous faire des photos de démonstration, mais ça ne se verra pas non plus. Je peux vous garantir qu'il y a plus d'un demi-centimètre d'épaisseur, on va dire de chaque côté du bouchon. Le bouchon en fond, je vous dis, il fait presque un demi-centimètre d'épaisseur. Donc là, en cas d'absorption de choc, ça sera bien. Et la lentille, quand même, qui, malgré que ce soit un 12 cm, n'est pas si bombée que ça. On aurait pu attendre une lentille beaucoup plus bombée. Mais là, non, c'est raisonnable. Elle sera très très bien protégée. La mise en place et le retrait du bouchon, eux, sont assez intuitifs, il n'y a pas de problème. Il y a deux petits ergots de chaque côté, comme vous verrez sur les photos de démonstration, comme d'habitude. Pas de souci pour remettre le bouchon. Voilà, on appuie sur les deux côtés, il y a un petit clip qui se fait comme vous avez pu l'entendre. Et à l'enlèvement, c'est pareil, on appuie sur les deux ergots de chaque côté et le bouchon vient sans aucun problème. Évidemment, 12-24, hyper grand angle, donc comme je viens de le dire, la lentille frontale est très légèrement bombée, ce qui va vous empêcher de mettre des filtres circulaires sur cet objectif. Mais alors, comment vous dire que en hyper grand angle, des filtres circulaires, c'est pas du tout judicieux, parce que à partir de 24 mm, lorsqu'on met des filtres circulaires, nous avons du vignettage qui apparaît dû à l'épaisseur du filtre. Donc, en l'occurrence, mettre un filtre circulaire sur un 12-24, c'est complètement aberrant. Mais là, le problème ne se posera pas, puisqu'il y a deux solutions qui vont s'offrir à vous pour disposer de filtres ND, JND, polarisants, etc., etc. Le premier, c'est que je vais vous mettre des photos de démonstration. Dans le corps de l'objectif, au niveau de la monture, vous avez un système qui permet d'intégrer des filtres que vous aurez prédécoupés dans de la gélatine. Dans la boîte de l'appareil photo, il y a un gabarit pour pouvoir tracer et découper ces filtres à mesure.
et les mettre dans ce petit porte-filtre qui est derrière la monture. N'empêche que pour avoir testé ce genre de filtre, je trouve pas que ce soit vraiment très judicieux parce qu'ils apportent pour ma part plein d'erreurs au niveau de la photo et notamment je trouve des erreurs colorimétriques. Bon, même si les filtres qui se mettent en frontal dont nous allons parler dans quelques instants apportent aussi quelques erreurs, mais n'empêche qu'elles sont beaucoup plus maîtrisées que ces fameux filtres en gélatine qui se mettent dans l'arrière de l'objectif. Et donc, comme je viens de vous le dire, vous aurez l'option de mettre des filtres sur l'objectif qui viennent s'enficher sur le pare-soleil, notamment chez Nissi. Je vais vous mettre un petit lien pour voir par exemple le porte-filtre qui se monte sur le GM1224. Alors pour ma part, étant équipé Nissi, je n'ai eu besoin que d'acheter l'adaptateur qui vient se fixer sur l'objectif, puisque j'avais tout le système qui était opérationnel pour les autres objectifs que j'avais. Je n'ai changé encore une fois que l'adaptateur du porte-filtre, qui m'a coûté 132 € sur Nissi. Sinon, l'ensemble complet pour cet objectif coûte environ 450 € avec le porte-filtre, l'adaptateur, un filtre polarisant à votre choix entre 3 modèles. Sachant que le filtre polarisant à lui seul coûte en moyenne 250 €, que l'adaptateur coûte 132 €, nous sommes déjà à un coût de 332 € l'ensemble. Donc vous voyez, le système de porte-filtre n'est pas si onéreux que cela, et donc d'acheter le kit complet est quand même d'un rapport qualité-prix beaucoup plus avantageux que de faire comme moi, acheter uniquement le système d'adaptation pour mettre le porte-filtre. Après, si vous êtes déjà équipé avec un porte-filtre pour grand angle ou hyper grand angle, inutile d'acheter l'ensemble à nouveau. Faites comme moi, achetez que l'adaptateur qui monte sur votre objectif, vous allez quand même économiser pas mal d'argent. Surtout après avoir déboursé 3300 € sur un objectif. Je pense que lorsqu'on en est à 3300 € d'investissement sur un objectif, nous allons commencer à regarder sérieusement le coût des accessoires supplémentaires. Chose que j'ai faite moi-même. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de cet objectif, commençons par l'autofocus. L'autofocus de cet objectif est hyper véloce et hyper réactif. Nous pouvons, avec cet objectif, quand même réaliser des scènes sportives et la mise au point, le suivi du sujet sera maîtrisé par l'ensemble boîtier objectif. Là-dessus, il n'y aura pas de problème, vous serez vraiment assuré de faire des photos nettes à coup sûr. Mais attention par contre, parce que dans ce point de vue-là, petit bémol, il n'y aura pas de stabilisation, il faudra donc prévoir. C'est pas vrai, t'as fait exprès ou quoi? Mais par contre, petit bémol à ce niveau-là, il faudra donc prévoir Alors, excusez de cette interruption et de ce faux raccord, mais évidemment, au moment où je me mets à tourner ma vidéo, un plaisancier décide lui aussi de bricoler derrière moi, donc les bruits de ponceuse et de scie sauteuse, ça fait désordre. Bref, c'est pas grave, c'est ma chance habituelle depuis quelques temps, il faut toujours que je sois dérangé à un moment ou un autre de ma vidéo. Je vous disais donc que par rapport aux scènes d'action à prendre en photo avec cet objectif, il n'y aura pas de problème puisque l'autofocus sera hyper réactif et hyper véloce, vous serez au top à ce niveau-là. Par contre, attention, puisque évidemment, qui dit scène, petit coucou des signes, qui dit scène sportive dit aussi flou de bouger, et là vu qu'il n'est pas équipé de stabilisation, que seul le boîtier est équipé de stabilisation, je vous avoue que je n'ai pas fait de test à mon niveau puisque pour ma pratique photographique je ne vois pas l'intérêt, mais je serai vous, j'éviterai de descendre au centième de seconde pour pouvoir éviter tout flou de bouger avec cet objectif. De toute manière, nous sommes bien d'accord qu'une scène photographique d'action sportive ou animalière ou autre, enfin une scène d'action en général, il est inutile de la photographier en dessous du 200e de seconde, voire du 250e de seconde, puisque de toute manière, elle sera potentiellement à un moment donné floue dans l'image. Il y aura du flou de bouger dû au personnage en action. À présent, les aberrations chromatiques, écoutez, je n'en ai pas vu à mon niveau.
Je n'ai rien vu qui ait attiré l'œil et qui m'ait dérangé dans ma pratique photo. Inutile de parler trop des aberrations chromatiques. Pour moi, il n'y en a quasiment pas. Le flair, le flair, je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer. Il y a un petit peu de flair, il est là, il est présent, mais rien de bien dommageable. Encore une fois, il est très bien maîtrisé. Sachez que voilà, il y a un petit peu de flair qui peut se présenter dans votre scène en fonction de la scène photographiée. Ayez cela à l'esprit, faites votre composition en évitant, encore une fois, d'intégrer le soleil dans votre composition ou de faire approcher le soleil à proximité du bord de votre objectif. Alors maintenant, abordons, si vous le voulez bien, vraiment la partie optique de l'objectif, puisque cet objectif, donc, d'un coût de 3300 € est tout simplement exceptionnel. Il est au niveau du piqué très bon, nous allons dire, entre f2.8 et f4. Il est exceptionnel à f5.6. Et à partir de f8, il redevient un petit peu très bon jusqu'à f11. Et à partir de f16, il se détériore un petit peu, mais c'est normal puisque vous fermez le diaphragme encore une fois. Donc forcément, ça apporte des déformations au niveau de la qualité optique de votre photo. Que ce soit à 14, que ce soit à 18, que ce soit à 20 ou que ce soit un petit peu à 24 mm, au niveau du piqué, il sera exceptionnel à f5.6, quelle que soit l'ouverture. Après, comme je vous ai dit, au niveau de f12, il est un petit peu moins bon en début d'ouverture et en milieu d'ouverture et bon en fin d'ouverture. Par contre, attention, parce que ce soit le piqué, que ce soit la distorsion, que ce soit le vignettage, à 12 mm, il est quand même très bon, mais j'émets quand même des petites réserves. Nous sentons qu'à 12 mm, voilà, c'est un petit peu son point faible et qu'il faut se méfier un petit peu de cette focale de 12 mm, quelle que soit l'ouverture que vous allez prendre. Au niveau du piqué, du vignettage, de la distorsion, c'est là qu'il est un petit peu moins bon. Mais attention, il reste quand même au-dessus du panier par rapport à d'autres objectifs de focale fixe. Ce qui est quand même à noter. Puisque pour un 12-24, c'est-à-dire un objectif type zoom, et là, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que c'est un zoom qui ne déforme pas la morphologie de l'objectif, hein, c'est un zoom intégré au corps de l'objectif. Vous n'aurez pas donc une deuxième partie qui va sortir de l'objectif, enfin du corps principal pour allonger ou réduire la longueur de l'objectif. Il sera de 14 cm environ, quelle que soit la focale que vous allez utiliser. Donc méfiez-vous un petit peu de ce 12 mm. Ceci dit, j'ai fait des photos à 12 mm. Pour ma part, je trouve qu'il se comporte très très bien et qu'il est encore une fois au-dessus du lot de certaines focales fixes, hein, comme je viens de vous le dire. Au niveau du vignettage, eh bien, comme je viens de vous le dire, de f12 à f14, il est présent, quelles que soient les ouvertures que vous allez utiliser. Alors, il s'efface un petit peu à partir de f8, f11. De toute manière, Lightroom effacera allègrement ce vignettage. Vous n'aurez aucun souci à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas de problème à venir, que ce soit la distorsion, le vignettage. Lightroom récupère sans problème les petites erreurs qui peuvent être induites à vos photos avec cet objectif. Revenons au vignettage. À partir de 18 mm, il commence à vraiment être exceptionnel, cet objectif. Pour ma part, j'ai été relativement surpris des résultats à partir de 18. Il est bon à 12, il est un petit peu meilleur à 14, mais à partir de 18, il est vraiment exceptionnel. Il a un rendu vraiment formidable à partir des 18 mm. Hein. Et 24, c'est vraiment l'apothéose au niveau d'utilisation de cet objectif. Par contre, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il est vraiment exceptionnel au niveau optique à f5.6. Au niveau de la distorsion, eh bien, il y a une légère distorsion en barillet. Donc barillet, c'est comme ceci, hein, je vous le rappelle, hein, barillet, coussinet. Je vous renvoie à la vidéo traitant des défauts de nos objectifs, où j'explique tout cela. Il a un petit peu donc du barillet qui est présent, quelle que soit la focale utilisée, quelle que soit l'ouverture. Encore une fois, Lightroom efface ce barillet sans problème et restitue votre photo d'un meilleur point de vue possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour finir, au niveau du bokeh, il a donc un diaphragme à 9 lamelles, ce qui commence à constituer un très bon diaphragme, donc un bokeh très doux, avec des formes vraiment circulaires. Et là où nous retrouvons le potentiel optimal de cet objectif, c'est quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la focale, le bokeh reste circulaire pour ma part, quel que soit le sujet que vous allez prendre en photo.
Ce que je vous propose à l'heure actuelle, c'est de changer le 24 mm en focale fixe pour passer au 12-24 et tester un petit peu cet objectif en mode vidéo et vous montrer un petit peu ce qu'il vaut en mode vidéo. Après la vidéo, évidemment, vous aurez un petit diaporama qui vous montre toutes les photos jusqu'à présent que j'ai réalisées avec cet objectif. Il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait à peine un mois que j'ai cet objectif, donc j'ai vraiment pas eu le temps de l'exploiter autant que j'aurais aimé. Ceci dit, je vous reprends tout de suite après les photos et les vidéos.
Donc comme vous avez pu le constater, cet objectif est quand même assez agréable d'utilisation, hein. Vous avez vu en vidéo, il est quand même assez fluide. L'autofocus répond très bien aux sollicitations des changements de plan au niveau de la vidéo. Donc vous pouvez vous dire qu'au niveau scène d'action, ce sera exactement du même acabit, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je ne regrette pas mon investissement de 3300 € pour cet objectif. Ça reste une somme très importante qu'il va falloir amortir. Ça reste quand même assez conséquent et il va falloir un certain temps avant l'amortissement complet de cet objectif. C'est cela qu'il faut prendre en compte lorsque vous achetez un objectif, c'est comment vous allez pouvoir amortir dans votre utilisation cet objectif. Eh bien écoutez, j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous aura été utile, vous aurez appris certaines choses, que je vous aurai aidé dans le choix ou non de l'achat de cet objectif. Pour ma part, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à me laisser des commentaires, je vous invite à souscrire à une offre de souscription pour pouvoir échanger beaucoup plus aisément avec moi et avec les autres membres souscripteurs de la chaîne. Il va y avoir de mis en place une chaîne un petit peu parallèle pour les souscripteurs et nous nous rencontrerons au moins une fois par mois pour échanger au niveau de la photo durant une demi-heure, 3/4 d'heure. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.